Salut, on se retrouve encore dans After CAN, votre rendez-vous football. La phase de groupe, la première journée de la phase de groupe de la CAN est enfin terminée. Il y avait deux rencontres à l'affiche ce soir. D'un côté, le tenant du titre, le Cameroun, qui faisait son entrée en lice dans la compétition. D'ailleurs, notre réalisateur Alain est très content parce que les Lions indomptables ont gagné face à la Guinée-Bissau 2-0. Ça fout un peu à gogo, on va dire. Ensuite, ça a été beaucoup plus difficile pour le Ghana face au Bénin, pardon. Le Bénin qui a accroché le Ghana 2-0. On va revenir sur ces deux rencontres. Pour m'accompagner aujourd'hui, Jean-Sébastien Grand de Football.fr et Europe 1 Sport. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Mansour. Amédi Thomas Chekal, notre consultant foot. Bonsoir Amédi. Salut Mansour, salut tout le monde. Ravi de t'avoir à nouveau parmi nous. Et enfin, le père siffleur, Richard Naha d'AfricaFoot.fr. Bonsoir Richard. Bonsoir Mansour. Content, j'imagine, forcément la victoire des Lions indomptables. Oh, pas du tout content. Mais bon, on saura pourquoi en tout cas dans quelques instants. Juste avant de débuter cette émission, l'occasion de vous rappeler que ce soir, exceptionnellement, il y a un cadeau pour vous, les téléspectateurs et les internautes. Il y a une question, je vais la poser dans quelques instants. Rendez-vous sur le live Facebook pour répondre ou sinon sur le hashtag AfterCAN sur Twitter. À gagner ce ballon officiel de la Ligue 1 Conforama, la Ligue 1 française a gagné. Le nom du gagnant sera connu dans l'émission de demain. Donc allez sur le live Facebook pour répondre à la question qui est la suivante. Quel est le nom du tout premier buteur de la CAN 2019? C'est forcément facile, c'est un cadeau. D'ailleurs, un indice, il porte le même nom, le surnom d'un grand attaquant français. Voilà, j'en dis pas plus. Exactement, champion du monde 98. On ne peut pas vous aider plus que ça. Quel est le nom du premier buteur de la CAN 2019? Ce ballon officiel de la Ligue 1 Conforama a gagné. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Le Cameroun, le tenant du titre, on l'attendait, Richard. Victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau. Vous dites que vous n'êtes pas content. Pourquoi? Moi, je ne suis pas content parce que quand on est champion d'Afrique, ouais, on ne se fait pas malmener dans une première mi-temps d'une rencontre où on a fait plus de fautes que l'adversaire. Parce que le Cameroun, en première mi-temps, a fait 7 fautes de jeu. Ça veut dire qu'il était dominé, mais c'est vrai que le match était équilibré en première mi-temps. Bien sûr. Quand on est champion d'Afrique, on vient avec ses armes et on vient s'imposer. Parce que c'est vrai, tactiquement, le coach bissau-guinéen Bassirou Kandé. Oui, Bassirou Kandé, il avait compris le système de jeu du Cameroun. C'est qu'ils ont asphyxié le Cameroun et le Cameroun était obligé de faire des fautes. Ça veut dire quoi? Que c'était un Cameroun prévisible? Moi je suis pas trop d'accord avec Richard. Ah, bon, ben pourquoi? Après je te laisse continuer, JS. Ok. En fait, moi je pars du principe où déjà le Cameroun a été champion d'Afrique, on va dire un peu là par hasard, sans leur manquer de respect. D'accord. Ensuite on a vu les matchs amicaux, notamment lorsque ça a joué aux Comores, etc. On a vu à quel point cette équipe camerounaise, c'est-à-dire ne proposait pas grand-chose. Là, on les voit aujourd'hui. Moi, je suis vraiment réjoui par ce qu'ils proposent parce qu'en fait, on n'avait rien. Et aujourd'hui, on a vraiment vu une vraie équipe du Cameroun qui a essayé de proposer du jeu, qui a créé du jeu. Et on a vu un milieu de terrain qui a vraiment dominé les débats. Mais c'était quand même poussif la première période. Non, je trouve pas tant que ça. Les équipes se découvraient un peu des deux côtés. Et ensuite, le Cameroun a vraiment pris le dessus. Et justement, ce que je trouvais par contre, ce qui est vraiment dommageable pour le Cameroun, le problème, c'est l'efficacité. Ouais. On a vu une équipe qui s'est procuré beaucoup d'occasions, mais qui n'a pas réussi à concrétiser ces occasions. D'ailleurs, on va voir les statistiques du match. C'est vrai que le Cameroun s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est important de se procurer les occasions, c'est l'essentiel. Ouais, parce que le Cameroun s'est quand même procuré, donc ils ont eu la position du ballon, ça c'est forcément facile, 60%. Mais surtout, le Cameroun a eu 16 tirs, dont seulement 5 cadrés. Ouais. C'est peu. Notamment au Comores, il y avait eu ce match où on avait tenté une formation avec 4 attaquants devant. On a vu vraiment que le Cameroun se cherchait. Là, voilà, on a enfin eu une équipe qui vraiment s'entendait bien. On a eu Bassogog devant, avec Choupo-Moting et avec Toko Ekambi. Et ça a fonctionné. On a souvent vu que Toko Ekambi combinait avec Bassogog ou avec Choupo-Moting qui jouait un peu en faux neuf, qui décrochait beaucoup. Exactement, qui décrochait pas mal et qui combinait avec les autres. Ils se sont créés pas mal d'occasions. On a vu Choupo-Moting qui était aussi très en jambes, qui arrivait à zigzaguer entre pas mal de défenseurs. Et honnêtement, moi je trouve que cette équipe du Cameroun, elle m'a vraiment séduite. Elle m'a vraiment séduit, ils ont proposé quelque chose. Vous êtes sur la même ligne. Absolument. Franchement, je voulais voir ce que ça donnait avec Clarence Seedorf aux commandes. J'ai vu une équipe du Cameroun qui a voulu attaquer, qui a voulu imposer son jeu dans le terrain adverse. C'est le truc le plus compliqué dans le football. Et j'ai envie de valoriser ce genre de truc. Clarence Seedorf, il a fait son système. Il y a Choupo-Moting en numéro 10 avec Bassogog et Toko Ekambi.
Toke Kambi et Bassogog, ils sont restés au contact de la défense adverse tout le temps. Et ça a créé du danger à chaque fois, parce qu'après les deux latéraux, surtout Ayongo sur le côté gauche, le Montpellierin, il a eu carte blanche, il a débordé de nombreuses fois, je ne sais pas combien de centres il a fait, et il me semble que sur le deuxième but, c'est lui qui provoque le deuxième but inscrit par moi, je suis étonné. Je suis étonné parce que vous dites qu'une équipe qui finisse avec 23 fautes commises. C'est peut-être c'est l'excès d'engagement, ça, Richard. Oui, non, mais on est d'accord sur l'excès d'engagement, mais je dis, comment une équipe qui domine finit, puisque JB a dit tout à l'heure que Bassogog était au contact. 23 fautes contre 11 fautes pour les Bissau-Guinéens. C'est clairement une statistique qui veut dire que l'équipe a préféré faire des fautes parce que l'équipe bissau-guinéenne, parce que moi, ne regardons pas la deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, je pense que la deuxième mi-temps, Seedorf a résolu le problème. Ouais. D'ailleurs, on va revenir sur le coaching de Seedorf. Oui, parce que moi, je reste sur ma faim. Il faut dire que peut-être que les attentes que moi j'ai, c'est pas les mêmes que vous les. Après, on est d'accord que c'est pas la prestation la plus aboutie, mais on a vu pour l'instant dans cette première journée de la CAN des gros être tenus en échec. Le Ghana tout à l'heure, la Tunisie a été tenue en échec, la RDC a perdu. Mais justement, c'est de ça que je parle. Après, Richard, le Cameroun fait l'entrée en lice, s'impose de 0. Ils sont dans le sensationnel parce que le Cameroun a gagné. Est-ce que vous n'êtes pas justement trop dans l'exigence? Au contraire, moi je me réjouis. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre un peu plus de perspective. Lorsqu'on voit le Cameroun ces dernières années, on a eu du mal à trouver des matchs références. On a eu du mal à voir certains matchs où le Cameroun réussissait à créer du jeu et dominait naturellement ces rencontres-là. Lorsqu'on voit que le Cameroun, par exemple, bat l'Algérie, c'était pas un grand Cameroun. Il me semble qu'il gagne 2-1. C'est poussif. Voilà, c'est très poussif. Mais là, on voit un milieu de terrain, notamment Zambo Anguissa, qui sort d'une saison difficile, qui arrive à s'imposer physiquement et qui arrive en plus à apporter le surnombre devant et à créer des phases offensives. On le voit au moment de zigzaguer dans la défense de la Guinée. Je suis désolé, moi je préfère me réjouir de ça, voir une certaine évolution dans le jeu camerounais, plutôt que me dire oui, non, il y a eu des fautes, etc. Ils n'ont pas su. Au contraire, moi je vois ça comme quoi, comme une certaine manière, c'est-à-dire le Cameroun a essayé de montrer qu'ils étaient présents. Ils ont essayé d'intimider l'adversaire et ils ont réussi à prendre le dessus même au milieu de terrain. En deuxième mi-temps, on voit la Guinée qui est incapable d'aller se créer des occasions. Le pauvre Mendy en attaque, il a souffert ensuite en deuxième mi-temps. On l'a quasiment pas vu. Moi je pense qu'avec Amédi, ce qu'on a vu, on a été observateur attentif. Je veux dire, on n'a pas été supporter. On voulait voir du football. Et moi, j'ai été contenté. Alors que je ne l'ai pas été devant la Côte d'Ivoire, je n'ai pas été devant le Maroc. Exactement. Et là, j'ai été contenté. Il y a eu des tirs, il y a eu des occasions. Toke Kambi, il a des occasions Le seul qu'il point rate. positif, justement, dans cette rencontre, c'est que ce match me fait penser justement au match Cameroun-Comore. Effectivement, c'est vrai. Cameroun-Comore, on a vu une équipe qui proposait des choses. Mais généralement, moi, je suis critique, parce que c'est sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, mentalement, les Bissau-Guinéens, n'ayant pas trouvé la solution, étaient déjà carbonisés. Et maintenant, comme une compétition comme la CAN, ça se joue au mental. Et les Camerounais savaient très bien que... Mais après, d'abord je commençais par Amédi, je disais tout à l'heure, on a vu des gros faire des entrées en lice compliquées. Là, le Cameroun fait le taf quelque part. Peut-être après, ils vont monter en régime, qui sait. Bien sûr, mais moi, très honnêtement, j'essaie de prendre du recul comme l'a pu le dire JS. C'est que moi, je m'attendais vraiment à voir une équipe qui allait, comme elle était habituée de faire, c'est-à-dire faire tourner le ballon sans trouver de solution, courir un peu pour rien, compter un peu sur les individualités, etc. Mais non, là, j'ai vu une équipe qui a combiné devant et j'ai vu un milieu de terrain qui était maître. Et j'ai vu une défense qui n'était pas inquiétée. Et en plus de ça, j'ai vu ensuite le bloc camerounais se permettre de monter jusqu'au milieu de terrain, mettre en difficulté les Guinéens. Et comme tu l'as dit, ils étaient totalement paralysés en deuxième mi-temps. Ils ne pouvaient rien faire. Mais pourquoi? Parce que ça s'est joué au mental. Peut-être que les Camerounais ont donné de l'impact physique, etc., ont commis beaucoup de fautes, mais de manière aussi à ralentir les offensives guinéennes jusqu'à ce qu'elles soient neutres au final. Non, mais c'est clair. Sur ce point de vue, on est tous d'accord que le Cameroun a dominé toute la rencontre. Parce que même dans ces moments en première mi-temps où la Guinée essayait de faire des attaques, leurs attaques n'étaient pas dangereuses. N'étaient pas si dangereuses. Mais tu vois, je veux dire que pour moi,
Camerounais, parce qu'il faut que comme je dis ça, pour moi, Camerounais. Après, est-ce que là, Non, je suis pas c'est quoi, c'est critique, l'exigence? mais je suis exigeant vis-à-vis de mon équipe parce que je trouve que en première mi-temps, Ouais. c'est en première mi-temps que tout se joue, puisque normalement, les 2 buts qui arrivent en deuxième mi-temps, c'est parce que, comme je vais me répéter, c'est parce que les Bissau-Guinéens étaient déjà carbonisés. On ne peut pas. Mais après, Ils voilà. ont beaucoup couru derrière la balle. Et non, mais sauf qu'ils n'ont pas beaucoup couru derrière la balle. La preuve, c'est qu'au kilomètre, les Camerounais ont beaucoup plus couru que les Bissau-Guinéens. Ce qui est très bien. Voilà, mais non, c'est la preuve que. Non, Richard, plus attendez, d'occasions. Richard. Le Cameroun a eu la possession du ballon. Le Cameroun a plus couru aussi. C'est 60-40. On a vu les statistiques. Oui. Donc, ils ont plus fait d'efforts aussi, quelque part. Mais Notamment oui. en seconde période. Mais ce que je dis, Oui, je me répète encore. oui. Le Cameroun ne sait pas. Cameroun-Bissau-Guinée, normalement, ce match, avec tout ce que les gars disent que c'était un beau match, c'est Ouais. normalement 4-0. Oui, mais pourquoi? Par rapport à l'efficacité du Cameroun. Oui. Moi, j'ai trouvé que le Cameroun n'avait pas mis les occasions au fond lorsqu'il le fallait. Tu peux rater. Donc, hein. on peut Voilà. tu peux peux être rater, exigeant. tu peux Tu rater peux être des exigeant occasions. sur ce Alors, point-là. Te juste, dire voilà. qu'ils n'ont pas été efficaces. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, où il y a peut-être une critique à émettre vis-à-vis du Cameroun, Ouais. je pense que c'est sur les coups de pied arrêtés. Il faut faire quelque chose parce que les Guinéens ont su mettre vraiment en difficulté les Camerounais sur chaque coup de pied arrêté. Exactement. Et à la fin du match, ils ont même failli réduire l'écart sur une tête qui passait à côté. À côté, c'est vrai. Et on a vu que de souvent, la défense centrale était mise en difficulté par les attaquants minissants. Par Et à contre, partir de là, ouais. oui, on peut émettre une critique. Par contre, excuse-moi. c'est vrai que si la première période a été un peu plus poussive, il y a eu des changements en seconde période. Clarence Seedorf, il a apporté quelques modifications, Oui. notamment l'entrée en jeu de Baoken qui est ultra Oui, mais là, décisive. il y avait déjà un 0. C'est-à-dire que le Ouais. travail qu'ils ont fait en première période, Bien sûr. ça a porté le Ça a fruit. payé après. Ça a payé en. Mais à là, l'heure c'est un de jeu. travail de sape aussi, quelque part. Après, le but arrive sur un coup de pied arrêté. C'est peut-être ça qu'il fallait, parce qu'on avait senti un Cameroun peut-être inefficace. Des fois, les situations. Inefficace, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à À concrétiser. concrétiser, Voilà, ils ont exactement. pas concrétisé. Mais après, Ils se justement, sont il y a procurés des matchs, il y a des matchs comme ça. Le déclic se fait sur les coups de pied arrêtés. C'est ce qui est arrivé sur ce Oui, moment-là. en fait, moi je dis, le Cameroun aujourd'hui a été à l'image de son coach. Oui. Si vous regardez le jeu de Clarence Seedorf pendant toute sa carrière, c'est exactement comme ça que le Cameroun joue. Bien C'est-à-dire que c'est un joueur qui, il a toujours voulu avoir la possession de balle, toujours courir partout. Et pour dire, c'est même lui le préparateur physique de ses équipes. Parce que Seedorf, lui, quand il a son équipe, lui, c'est lui-même qui prépare physiquement ses joueurs. Et moi, c'est la seule chose qui me plaît dans cette équipe, c'est que physiquement, les gars sont au point. Oui. Tu as l'impression d'avoir 11 guerriers, des gars qui sont prêts à... Il paraissait pas fatigué. c'est Non, vrai. ils paraissaient pas fatigués. Et surtout, par exemple, un Zambo Anguissa qui a peu joué cette saison à Fulham, exactement ça. il est dans un confort vraiment. Bien sûr. Voilà. Physiquement, il est bien. Et dans les intentions de jeu, franchement, je l'ai trouvé remarquable. C'est-à-dire que quand il devait frapper, il a frappé. Voilà. Quand il devait faire des bonnes passes, il a fait les passes, il a essayé. Techniquement, c'est pas non plus le meilleur joueur. Tu sais pourquoi? Mais ça Parce dépend que il a essayé. son coach a joué à son poste. Et forcément, il lui donne des petites astuces. Parce que moi, Seedorf, c'est un coach que moi-même j'ai critiqué au début quand il est arrivé au Cameroun. Bien sûr. Et le match où je me suis dit, bon, ok, il faut faire confiance à Seedorf, c'est contre les Comores. Et depuis le match contre les Comores, j'ai vu le match amical qu'ils ont gagné contre la Zambie. Parce qu'il faut dire, la Zambie, ils ont gagné Qui a battu le Maroc. Qui a battu le Maroc. Mais elles ont battu certaines équipes qualifiées. Ils ont battu le Maroc 3-2. Donc, c'est pas une petite équipe. Ce jeu me plaît, mais aujourd'hui, normalement, j'ai dit que je n'étais pas content parce que c'est un peu comme un match de boxe. Quand un poids lourd rencontre un poids plume, il envoie au gradin. C'est exactement comme ça que le Cameroun devait jouer avec la Guinée-Bissau. Oui, après, parce que la Guinée-Bissau, Richard. aujourd'hui, elle a joué son match, mais elle n'a pas plus fait que... Elle a rien fait. Et le Cameroun, première mi-temps, devait s'imposer. Pour moi, 0-0. Mais pour l'instant, à la Richard, mi-temps. à part le Mali qui a mis 4 buts à la Mauritanie, aucun gros entre guillemets ne s'est très nettement imposé. Il y a eu que des 0, c'est ça? Mais Mansour, Le si on est Cameroun, gros, le Cameroun est dans si les on est standards. gros, c'est Non, Richard, il n'y a plus de petites équipes aussi quelque part. Non, il y a Le plus de cette CAN le petites équipes, je montre. suis tout à fait Le d'accord. cette CAN le montre. Non, tu sais, moi, ce qui me plaît dans cette CAN, c'est qu'il y a des équipes aujourd'hui qui n'ont plus froid aux yeux. Bien sûr. Quand tu regardes comment le Burundi joue, c'est quasiment... Tu as l'impression que c'est une équipe qui est habituée à jouer la CAN. Mais regarde, aujourd'hui même les statistiques le montrent. En CAN
2017, au premier tour, aujourd'hui on est à la fin des premières journées, c'était 10 buts. Et là on est à 24 buts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les attaquants sont de plus en plus, et il n'y a même pas que les attaquants, il y a les défenseurs qui marquent. Qui prennent le pas, et qui exactement. prennent le pas. Mais je veux dire que cette CAN va nous enseigner sur une seule chose, c'est que les équipes africaines aujourd'hui n'ont plus froid aux yeux. Il n'y a plus de petites équipes. Quand tu regardes, l'écart s'est resserré. Et je pense que même la Guinée-Bissau, aujourd'hui, quand elle est arrivée, elle avait de très bonnes intentions. Mais c'est que sur le jeu, ça n'a pas marché. Il y a un ou deux talents. Il y a Piketty qui est l'ailier gauche, Piketty qui a fait quelques percées sur la gauche. Donc l'ailier gauche, on verra sur le deuxième match pour voir s'il a confirmé. C'est un joueur qui a longtemps joué à Braga et qui a été portugais U20 et qui peut être un très bon joueur. On verra si lors du deuxième match. Piketty, là, le même Piketty, il a joué en la CAN 2017. En 2017, il a fait très mal au Cameroun. Le Cameroun gagne la Guinée-Bissau 2-1. Mais si tu vois le ballon que Piketty prend au milieu de terrain, mais moi j'étais au stade, je me suis dit, mais ça, je viens de voir Pelé, parce que le mec, il a dribblé toute la défense. Gade et notre ancien défenseur là. Teke. Ils étaient perdus. Le gars, il a tiré hors de la surface. On n'a rien vu. Mais c'est pour dire que ce joueur, c'est un bon joueur. Et aujourd'hui, quand je l'ai vu jouer, c'est vrai que je l'ai presque méconnu parce que tu ne peux pas être bon seul et avoir tes coéquipiers qui ne sont pas à la hauteur de ton jeu. C'est malheureusement le drame de ces équipes-là qui ont juste un ou deux bons joueurs. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau a fait son jeu, mais le Cameroun devait marquer. C'est vrai, ils ont gagné 2-0. Tu vois, moi, je suis content qu'ils aient gagné 2-0. Il fait la fine bouche, ça. Je fais la fine bouche. Mais je me serais attendu à ce que, au moins que le Cameroun dise, ok, moi le match du Mali hier, Mauritanie, la Mauritanie, franchement, c'est niveau Ligue 2 nationale. Franchement, c'était trop faible. Tu vois, mais il fallait que, justement, tu as vu, quand le Mali a... Ils ont eu beaucoup de réussite, ils ont frappé de 20 mètres, ils marquent des buts. Mais oui, ils ont eu beaucoup. Mais il faut de la réussite pour gagner un match. Ah ben le Cameroun en a eu aussi à un moment donné. En tout cas, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez réagir, poser vos questions sur le hashtag AfterCAN sur Twitter ou aller sur le live actuellement sur Facebook. Posez-nous vos questions, on va y répondre en deuxième partie d'émission. On va aussi prendre en compte vos avis. L'occasion de rappeler qu'il y a ce ballon officiel de la Ligue 1 Conforama à gagner. Répondez à la question suivante. Quel est le premier buteur de la CAN 2019 ? Le gagnant sera connu demain soir. Alors, messieurs, on va continuer quand même parce qu'on a vu que vous n'êtes pas d'accord sur la production du Cameroun. Il y a des motifs de satisfaction. Le Cameroun n'a pas encaissé. Non. Le Cameroun n'a pas encaissé. On a vu qu'il y a beaucoup de gros qui n'ont pas encaissé aussi. À défaut d'être flamboyant, au moins ne pas encaisser, savoir fermer boutique. En fait, il y a des équipes qui ne prennent pas de but parce qu'elles ont bien défendu. Et moi, je pense que le Cameroun a su mettre en difficulté cette équipe de la Guinée-Bissau qui justement n'a pas pu produire son jeu. Et pourtant, ils ont essayé. J'ai vu qu'on essayait de contourner le bloc, etc. J'ai vu aussi qu'on a tenté le jeu long avec Zizinho, justement, qui a une très belle patte. Moi, c'est vraiment, par rapport à sa précision, ça m'a vraiment marqué. Et quand je parlais des coups de pied arrêtés, toutes ces choses-là sur les centres, que le Cameroun était en difficulté, parce que tout simplement, les centres étaient très très bien tirés. Les coups de pied arrêtés étaient très très bien tirés. Et ça a pas mal mis en difficulté l'équipe du Cameroun. Mais en tout cas, voilà. En début de match aussi, j'ai vu Pelé alerter de loin. Je me suis dit, oulala, peut-être que les Bissau-Guinéens vont avoir des occasions, mais en fait, pas vraiment. Exactement. Donc ils ont essayé de jouer un peu sur le genou et sur certains centres. À défaut d'avoir un jeu flamboyant comme le voudrait Richard, au moins ça va avoir une bonne défense aussi. Oui, mais il faut toujours protéger les arrières. Bien sûr. Après, Richard. C'est clair qu'une équipe, par exemple, comme le Maroc, elle a joué typiquement comme le Cameroun. C'est voilà. Le Maroc s'est même presque fait dominer. Mais à la fin, parce qu'en fait, c'est le jeu tactique. Aujourd'hui, le Cameroun. T'es dur. En termes de. Excuse-moi, sur la production, sur l'animation offensive et même sur la prestation du Cameroun, je trouve que t'es dur parce que offensivement, j'ai rarement vu le Cameroun jouer de cette manière-là. En tout cas, depuis très longtemps. Après, peut-être que ça va monter sur le deuxième match. Non, mais probablement. Ils sont déjà sous pression. Des combinaisons, etc. On a très rarement vu une équipe du Cameroun aussi complémentaire offensivement. Sur ces dernières années. J'ai vu Choupo-Moting, j'étais très dubitatif. Honnêtement, il s'est fait plaisir. Toko Ekambi, pareil, il s'est fait plaisir. Et idem pour Bassogog.
Bassogog n'a pas joué que pour sa poire. Il a vraiment combiné avec les autres, etc. On a vraiment vu une équipe qui était complémentaire offensivement. Au milieu de terrain, on a fait confiance à Sambo Eguissa et à Mandjak, il me semble. Mandjak qui était vraiment... Et Mandjak, pour la première fois qu'il est en équipe nationale, il prend... Parce que, il faut dire, Mandjak, c'est le plus ancien dans cette équipe. Mandjak a joué la Coupe du Monde 2014. Il était dans le groupe qui jouait en 2014 avec les Eto'o. Il est le plus ancien de cette équipe. Et il n'avait jamais pu s'imposer dans cette équipe. Mais aujourd'hui, avec la présence... Oui, il a la confiance du coach. Mais je pense aussi que la présence de Zambo le galvanise. Et Djoum aussi a fait un travail de sape. Hein. Djoum, il a toujours fait un bon travail de sape. Parce que même en 2000, je pense que si le Cameroun gagne le Ghana en demi-finale, c'est grâce à Djoum. Parce qu'il avait contenu tout le milieu de terrain à lui seul du Ghana. Ouais. Mais moi, comme j'ai dit, je n'étais pas d'accord au départ parce que. Mais maintenant, tu es d'accord? Non. Je suis sur la première mi-temps. Le Cameroun m'a déçu en première mi-temps. Mais c'était bien en deuxième. Mais je voulais juste revenir sur l'animation offensive. J'en ai parlé tout au début. Mais vraiment, ce 4-4-2 losange, c'est-à-dire que Choupo-Moting joue 10 et deux attaquants qui on va voir la composition si jamais la réalisation veut nous la mettre. C'est vrai qu'il y a un 4-4-2, allez, continuer. Hein. Donc Choupo-Moting en 10, les deux attaquants, Bassogog et Toke Kambi sur les deux défenseurs centraux. Ouais. Et après, tu as un milieu à 3, Mandjek qui joue en 6, Zambo Anguissa relayeur droit et Djoum relayeur gauche. Ouais. Ça permet d'avoir un bloc qui est dans le camp adverse et d'avoir les deux latéraux. Bon, le latéral droit camerounais, il est un peu grand pour être un vrai latéral droit. Mais c'est un central à la base, c'est un axial. Non, c'est un axial, effectivement. Comme Oyongo, il est vraiment dans son élément. Quoi. Ouais. Ça veut dire qu'il a carte blanche, il va centrer, je ne sais pas combien de centres il a fait, je ne sais pas si on a la statistique. Ouais. Non, mais Oyongo, c'est le seul qui nous manquait depuis. Hein, et il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. Il est mis à part que le fait que je sois pas très content, mais il faut pas dire que il y a des joueurs qui ont vraiment fait la preuve. Zambo Anguissa est l'homme du match. Ouais. Mais je pense que les prochains matchs, il faudrait que le Cameroun parce que le Cameroun serait face à une équipe comme le Burundi, parce qu'on parle de petites équipes, elle aurait beaucoup de difficultés. Mais d'ailleurs, on ne sait pas parce que. Non, mais attendez justement, projetons-nous parce que le prochain adversaire du Cameroun, c'est qui? C'est le Ghana. C'est le Ghana. Et d'ailleurs, on va passer au second match de la soirée. Donc, c'était Ghana-Bénin. Le Ghana qui fait match nul, 2 buts partout face aux écureuils. On a vu un Ghana aux deux visages, j'ai envie de dire quasiment, qui a encaissé un but très tôt, qui est revenu, qui a renversé la vapeur. Alors, on se dit, c'est bon, ils vont dérouler. Et derrière, pas du tout. Bah là, pour le coup, ils n'ont pas dominé, ils n'ont pas eu plus d'occasions. Ça a été un match qui était plutôt équilibré. Là, je serais supporter ghanéen. Effectivement, Richard, je serais mécontent. C'est vrai que là, on se demanderait, Richard, si vous étiez ghanéen, qu'est-ce qui se passerait là? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Ghana? Je suis mécontent parce que le Ghana a péché dans la suffisance d'abord. Au départ, si vous voyez le but de la 3e minute, ils étaient presque surpris. Très mauvais alignement au passage, très mauvais alignement. Ils étaient surpris. Et c'est parce qu'ils ne sont pas exigeants avec eux-mêmes. Et le Ghana, justement, s'est dit, si on se laisse faire, c'est pour ça qu'après, ils ont pris le jeu en leur propre compte. Et quand ils ont pris le jeu en leur propre compte, ça a donné le résultat que ça a donné. Ouais. Les frères, eux, ils ont marqué. Mais en deuxième mi-temps, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que l'erreur de John Boy, l'arbitre, il n'a pas été psychologue. Ce deuxième, voilà, parlons-en. Ce deuxième jaune. Alors, moi, je suis un peu partagé. Je veux dire pourquoi. John Boy, c'est pas un gamin de 20 ans. Non. John Boy, il a 32-33 ans, John Boy. Exactement. Il a déjà un jaune. À quoi est-ce qu'il prend un risque fou en faisant ça? Non, parce qu'il sait qu'aucun arbitre au monde va lui donner un deuxième jaune. Ben non, il y en a un. Là, le truc, c'est que l'arbitre tunisien, il a dû oublier, mais complètement, que John Boy avait déjà un carton jaune. Probablement. Tout simplement. Parce qu'à la base des bases, je pense qu'en temps normal, ça vaut un avertissement verbal avant de mettre le jaune. Là, il lui a mis directement le jaune et on voit même dans sa réaction qu'il avait peut-être oublié qu'il avait le jaune précédemment, donc il lui colle le rouge. Et le Cameroun, le Ghana, se tire une balle dans le pied à ce moment-là. Parce que le Bénin égalise dans la foulée en fait, tout simplement. Exactement. Et ensuite, le Bénin, lorsqu'on voit la suite du match, il joue recroquevillé derrière et le Ghana qui essaie de produire son jeu.
et qui a failli notamment prendre le dessus. Mais maintenant, le mal est fait. Au final, il se retrouve avec un 2-2 Et voilà inespéré. Voilà pourquoi je t'ai fâché tout à l'heure. Parce que quand tu es une équipe comme le Ghana, rencontre le Bénin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle domine la rencontre. Elle mène le score. Elle mène la rencontre. Elle mène. Mais sans- Elle devait, puisque quand le Ghana menait, il a plutôt reculé. Ouais. Et si les actions avant le but béninois, c'était le Bénin qui menait presque, qui menait le jeu. Et quand le Bénin a égalisé, qu'est-ce qu'elle a fait? L'équipe béninoise, elle a commencé à fermer. Ouais. Voilà pourquoi je dis, généralement, les équipes jouent je veux dire, les équipes ont des phases de jeu en fonction du résultat. Et ça ne doit pas être ça. Parce que même quand le Ghana menait, elle s'est laissée dominer par le Bénin. Alors que normalement, ce que le Ghana devait faire, c'était marquer. Mais Richard, est-ce qu'on ne sous-estime pas cette équipe du Bénin? Justement, j'allais y venir. Est-ce qu'on ne sous-estime pas cette équipe du Bénin? Moi, je pense que, de manière générale, si on prend un peu plus de recul, déjà sans manquer de respect à l'équipe de la Guinée-Bissau, je pense qu'elle est en dessous. D'un point de vue, si on prend individuellement parlant, voilà exactement. D'un point de vue effectif, je pense que le Bénin est au-dessus. Mais je pense qu'on a tendance à voir un peu trop faible cette équipe béninoise. Ou alors trop fort le Ghana. Peut-être, voilà. Le Ghana est une bonne équipe, ouais. mais le Bénin est une équipe qui, malgré tout, dispose de très bons joueurs. Oui. Des joueurs qui tiennent la route, qui peuvent Et il s'imposer y en avait pas Afrique. Sessegnon. Dans une carte. Exactement. Sessegnon. Il y avait Stéphane pas Sessegnon n'était pas là. On a des Steve Mounier, on a des Michael Poté. Michael Poté qui enchaîne sa 4e saison à plus de 15 buts quand même. Oui. Notamment de championnat chypriote et en championnat turc, Oui. qui est un grand habitué. Il joue en Turquie. Non, Il joue loin. il joue en Turquie. Non, mais En D2. Il a 16 buts à 33 matchs quand même, c'est non C'est négligeable. pas rien. moi, tout à l'heure, en coulisses, je disais, moi, j'ai vu le match Bénin-Algérie. Voilà. Ouais, C'est exactement. une équipe Justement. qui a tenu tête à l'Algérie. Et même le match contre le Togo, à la fin, mais c'est à la dernière journée, mais elle a presque dominé. Mais je veux dire, je ne néglige pas le Bénin. Le Ghana, normalement, dans cette rencontre, c'est le favori. Oui, mais il y a un truc, c'est que le Bénin a vraiment bien défendu. Donc il y avait une défense à 5, Ouais. Dusugi avait mis une défense à 5, et c'est très dur. T'as qu'un attaquant, c'est Jordan Ayou. Après, t'as Atsu à droite. D'ailleurs, Atsu a pas été André top, Ayou en normalement. 10. Généralement, Atsu, c'est un des moteurs du Ghana. Il a pas C'est été- dur, hein, c'est dur de se créer des C'est très occasions. compliqué. C'était un peu compliqué. Mais je veux dire, justement, il faudrait que Mansour l'a dit, les favoris aujourd'hui n'ont pas vraiment été à la hauteur des attentes qu'on posait en eux. peut-être. Non, le Cameroun. Peut-être à part le Cameroun. Il le cherche. Il Peut-être- le cherche. Richard, vous savez quoi? On en parle en deuxième partie. D'ailleurs, les supporters béninois, si vous n'êtes pas d'accord avec Richard ou avec les autres, intervenez sur le live Facebook, sur le hashtag AfterCan. On revient dans quelques instants après cette courte page de pub. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique.
Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN, sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné de Jean-Sébastien Gron, Amédi Thomas Chekal, Richard Nah. Vous avez vu, le débat est enflammé. Vous êtes aussi nombreux sur notamment le live Facebook, nombreux sur le bouquet canal. Je ne vais pas dire le chiffre parce que sinon là, ils vont tomber, ça va faire des jaloux. L'occasion de vous rappeler qu'il y a un ballon à gagner ce soir, le ballon officiel de la Ligue 1 Conforama. Répondez juste à cette question. Quel est le premier buteur de la CAN 2019 ? Et c'est pas Zidane. Et c'est pas Zidane, mais voilà, le surnom n'est pas très loin de ça. Il a le même surnom qu'un grand attaquant français. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après sinon je donne la réponse. Le gagnant sera connu demain. Messieurs, on est en train de parler du Bénin. D'ailleurs, l'occasion de rappeler qu'il y a des questions aux téléspectateurs. D'ailleurs, on en prend quelques-unes, notamment de Roméo Omao qui nous dit: que pensez-vous de la suite de la compétition pour le Bénin après ce match qu'on a vu aujourd'hui, Richard? C'est très bien. Ah ouais, Ouais. c'est bien parti. Enfin, Après, c'est tu peux gagner ton deuxième match et ce qui est bien, c'est que c'est contre la Guinée-Bissau. Ouais. Par contre, il faudra proposer un peu plus offensivement. Ils auront peut-être plus le ballon, les Béninois, et il faudra peut-être entourer davantage Steve Mounier en attaque. Pour moi, ça va se jouer. Vraiment, c'est un bon départ pour le Bénin. Pourquoi ? Parce que déjà, sortir d'un match nul face au Ghana, c'est un très bon point, comme a pu le dire Justement, juste je vous coupe vite fait. Étant donné qu'on est dans une CAN à 24, qu'elle est meilleure troisième, quand on prend un point face au Ghana et que derrière on va affronter la Guinée-Bissau, est-ce qu'on n'a pas fait la moitié du chemin? Bien sûr. Pour moi, Sans relâchement. pour moi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, dans ce groupe, vraiment, le Cameroun a été très bon. Oui. Pour moi. Et la Guinée-Bissau n'a pas été mauvaise. Elle Bien a sûr. tenté de proposer du jeu. Ça n'a pas été vraiment mauvais. Elle n'a pas été mauvaise, contrairement, comme on a pu le dire, face à la Mauritanie qui a pu jouer hier. Désolé les Mauritaniens. Mais hier, la Mauritanie, c'était très faible. Ouais. C'était vraiment très faible en termes de prestations footballistiques. Alors que la Guinée-Bissau a vraiment essayé de proposer quelque chose. Et lorsqu'elle a pu le proposer, c'était vraiment c'était alléchant. Ouais. On se dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur les prochains matchs. Il y a un fond de jeu exactement. Donc le Bénin, oui, a proposé un match correct qui a pu se terminer sur une bonne note, sur un bon point. Mais la Guinée-Bissau, je ne pense pas qu'elle va se laisser dominer comme ça, qu'elle va essayer de proposer. Donc je pense que c'est un groupe qui est très ouvert. Il faudrait que le Bénin ne soit pas dans l'excès de confiance. Ouais. Le match contre le Ghana a eu sa réalité et le match contre la Guinée-Bissau aura sa réalité. Effectivement, là. Et la Guinée-Bissau, mentalement, peut se dire, on peut jouer en coup parce qu'il n'y a pas une très grande différence entre le jeu bissau-guinéen et le jeu béninois. Et ça peut même faire en sorte que ce soit une très belle rencontre où il y aura plein de buts. Parce que non, ce sera indécis, c'est sûr. Justement, moi, je me dis, les Béninois vont venir en se disant, non, on a tenu tête
on a tenu tête au Ghana, ça veut dire qu'on peut facilement battre la Guinée-Bissau. Mais la Guinée-Bissau va se dire, non, on a joué contre le Cameroun, mais sur 2 ou 3 actions, le Cameroun a fait la différence et on peut faire un bon match. Ouais. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les Béninois arrivent avec un excès de zèle. S'ils viennent, parce que généralement, sur toutes les rencontres... Non, Richard, c'est un point sur lequel ils peuvent capitaliser, c'est ça que je veux dire. Oui, pour la confiance. Pour la confiance, c'est très bon. Bon pour la confiance. Faut pas être orgueilleux, mais c'est bon pour la confiance. Ils sortent d'une belle prestation, ils ont gagné 1 point, ils peuvent se qualifier directement. On verra l'issue du match Cameroun-Ghana. Ils peuvent se qualifier directement. Donc il faut qu'ils prennent conscience de l'opportunité qui se présente. Moi j'ai hâte de voir vraiment le deuxième match pour Ouais, voir je pense si que ça Dussuyer va va être un changer. Va changer son dispositif. Là, D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tirer un chapeau à Michel Dussuyer, le sélectionneur du Ghana? Oui, c'est Ouais, sûr. justement, Michel Dussuyer, moi, je n'aime pas trop les entraîneurs Les fameux étrangers sorciers blancs. dans On sait que Richard les n'est pas adepte équipes des sorciers africaines. blancs. Expérimenté. Oui, Sorcier blanc mais expérimenté. je pense que Michel Dussuyer, c'est un monsieur qui, avec toutes les équipes qu'il a eues, D'ailleurs, il a quand même eu de bons on va résultats. demander Parce que l'affichage quand il des avait la Côte stats d'Ivoire, du match. les Ivoiriens jouaient un très bon jeu. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour... Est-ce que ce n'est pas la culture du résultat, ça? Il faut un résultat tout de suite. Mais justement, c'est malheureusement ça en Afrique. Il faut la culture du résultat. Si tu n'as pas de bons résultats, quelle que soit ta philosophie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit très bonne et que tu n'as pas de résultats, Ouais, d'ailleurs, on voit que le Bénin a eu la possession et a eu plus de passes réussies, etc. Voilà, Ouais. justement, le Bénin a eu la... Parce que... Après c'est vrai qu'il y a le côté où ils sont une demi-heure en supériorité. C'est 51-49. Mais c'était même le match était équilibré en lui-même. Ouais, ça a Mais toujours été oui, équilibré. normalement ça aurait été plus 50-50. Oui. Mais je veux dire que aujourd'hui, il faut dire que ce match a eu 3 ou 4 phases de jeu. La phase où le Bénin a marqué Ouais. et le Ghana a pris le jeu en main. Ouais. À un moment donné, le Ghana a mené et le Bénin a aussi pris le jeu en son compte. C'est pour dire que aujourd'hui, c'est deux systèmes de jeu qui se sont affrontés et qui ont eu raison l'un sur l'autre à des moments. Et sur le temps fort du Ghana, je voulais revenir, j'étais un peu déçu par la production offensive. Très peu d'occasions, très peu de tirs. Oui. Pourtant, il y a du talent. Hein. Ouais. Mais par exemple, un Thomas Partey. Ouais. C'est un Ghana à réaction. Thomas Partey, je le vois, on l'appelle Thomas quand il est en Liga. Oui. Il fait son taf Et à au Ghana, côté c'est Partey, c'est ça des bons passeurs. Des bons passeurs. Maintenant, Ouais. là, c'est Partey. C'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui doit mener le jeu avec Wakaso. Il a beaucoup moins de facilité, tout simplement technique, et c'est beaucoup plus brouillon. Mais il y a des intentions de jeu. Alors, attention, Wakaso, c'est un super joueur de ballon. Alors, il a un pied gauche de grande qualité. Voilà. Il est capable de faire tourner à droite, à gauche. Puis après, il faut que Christian Atsu. Non, mais il y a du potentiel dans cette percute. équipe. Il y a Alors, du juste, potentiel voilà, dans cette équipe. petite question on a commencé à y répondre tout à l'heure, mais de petites questions, excusez-moi si j'écorche le nom, parce que bon, en plus, j'ai pas les bons yeux, de Massaoudou Ivan Zamba qui nous dit, est-ce que le Ghana n'a pas été mis à mal par l'arbitrage? Oui, ça, on a été d'accord. Ouais, Oui. ça pour ça, par rapport à ça, oui. Mais après, est-ce que Est-ce qu'à 11 contre 11, le Ghana aurait continué à mener au score? Est-ce qu'à un moment donné, Non, mais je pense que si ça avait été 11 contre 11, ça aurait été plus compliqué, c'est sûr. Ça aurait été plus compliqué pour le Bénin de marquer. Oui. Parce que il faut dire que c'est le tournant du match justement, c'est ça. Ouais. Parce que quand John Boy a eu le carton rouge, ça a décuplé les velléités offensives des Béninois. Les Béninois. Qui La confiance, ouais. Oui, la confiance est revenue parce qu'ils se sont dit on peut jouer un coup. La preuve, 3 ou 4 minutes après, ils ont égalisé. Il ne faut pas oublier que c'est sur corner. Parce qu'il y a un peu d'incertitude, c'est sur corner, c'est pas non plus une action construite. Ouais. C'est-à-dire que là, ils se sont dit, bon, il y a corner, on va y aller à La fond. défense était plus là, Ouais. ça flottait. Et sur le Est-ce qu'on corner. peut dire que John Boy c'est le maître de la défense quand on voit comment la défense ghanéenne a été un petit peu hésitante, un petit peu sur la défensive? Déjà, le premier but, après 3 minutes de jeu, mauvais alignement. Ça doit être le patron de l'équipe. Ça doit Il a être, mais 32 est-ce que ans. ça allait vraiment dans les faits? Bah non, franchement, sur ce match, j'ai été. Franchement, avec naïf. Metz, on le voit, il joue avec Sunzu. C'est le patron, c'est censé être le patron. Là, il n'a pas été bon. Et j'ai trouvé que son coéquipier Lumur, numéro 14, Ouais. n'a pas été bon du tout non plus. Je pense que contre des équipes qui ont des bons attaquants, Ça va faire comme mal. le Cameroun, On revient dessus. ça peut être dangereux pour le Ghana. Monsieur, on va avancer. L'homme du match, Michael Poté ou pas? Oui. Michael Poté, 2 buts. Meilleur buteur de la CAN, Michael Poté, 2 buts. Hein. Doublé, On va voir ouais, un petit peu ses statistiques à Michael Poté. Vous allez voir que c'est pas. Ça se tient. Michael Poté, 31 ballons touchés, 85% de passes réussies, 5 tirs, 2 cadrés, 2 buts, 2 passes clés. Un match propre.
Non, mais de toute façon, comme on a pu le dire tout à l'heure, encore avec un peu de perspective, moi je pense que cette équipe béninoise, elle est très souvent, on la sous-estime, de manière générale. Mais que lorsqu'on voit le football béninois, notamment l'équipe nationale, sur la durée, lorsqu'on regarde ces 5 dernières années, on voit qu'il y a une vraie progression. Oui. Il y a des vrais renforts, l'équipe est de plus en plus difficile à jouer. À une certaine époque, l'Algérie, on pourrait mettre 3-4-0 au Bénin ou d'autres équipes. Et on les a vus vraiment tenir ce résultat 1-0 à Cotonou. Et moi, ils m'ont surpris parce qu'ils ont été vraiment, vraiment solides. Après, bon, sur le match retour, ils prennent 2-0 à Alger. Mais en tout cas, ils n'ont pas été ridicules. Et en deuxième mi-temps, ils ont même failli réduire le score, il me semble. Il y a un vrai collectif. Je pense que le football béninois est un peu victime de ses dirigeants. Parce que l'ancien président de la fédération, on l'a traduit en justice. Il a quelques casseroles, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et je pense que depuis que la nouvelle équipe est arrivée, ils ont vraiment mis l'accent sur le jeu, le foot. Parce que le Bénin, normalement, c'est une nation qui doit, toutes les cannes doivent être présentes. Mais à 24 qui plus est, ce serait plus simple. Voilà. Avant, on avait Stéphane Sessegnon uniquement, voilà, il venait avec la sélection, c'était un peu le chef, etc. Aujourd'hui, on a des mecs comme Steve Mounier un peu qui sont présents, Miguel Poté qui enchaîne quand même une 4e saison à haut niveau, Adeoti, exactement, Adeoti, Adenon. On a vraiment une équipe qui peut vraiment prétendre à de bonnes choses. On va avancer, donc on est d'accord que le match face à la Guinée-Bissau sera ouvert, mais ce ne sera malheureusement pas l'affiche de la deuxième journée, parce que l'affiche ce sera Ghana-Cameroun. On a vu les deux favoris entre guillemets de ce groupe. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur ce match-là? Ce sera un match fermé, à l'image du match de la CAN 2017, parce que c'est deux équipes qui ont un très grand potentiel. Et ils vont forcément, ça va se jouer à très peu de choses. Moi, le Cameroun contre le Ghana, moi j'attends de voir parce que ils vont se craindre. Justement, ils vont se craindre et ça va beaucoup se jouer. Non, mais après, est-ce que le Ghana n'est pas plus dans l'obligation d'avoir un résultat que le Cameroun? C'est ça l'avantage. Est-ce que le Ghana va dominer la rencontre? Je ne pense pas. Non, ça c'est pas. Je pense que vraiment c'est le Cameroun. Franchement, ce match il va être très intéressant pour voir si Seedorf va installer son jeu, même contre le Ghana, même contre une équipe aussi forte. Richard, si le Cameroun gagne 2-0, le Ghana, vous serez content? Non, mais je serais content. Mais même maintenant, je suis content. Mais sauf que il faut être exigeant. Oui. Quand tu es un papa qui a un enfant et qui a des potentialités d'avoir 20 sur 20 et qu'il a 15, mais tu lui dis, mais mon fils, tu aurais pu avoir 20 sur 20. Parce que le truc, c'est quoi? Oui, mais il faut être exigeant. S'il a 12, oui, tu peux dire que c'est n'importe quoi. Non, 12 c'est encore faible. Parce que 12, tu n'es pas loin de 10. Je plains les enfants de Richard. Non, je pense qu'il faut qu'on soit... Quand on dit souvent, quand on a des qualités, il faut qu'on les affiche. Quand on a de caractère, on l'affiche. Tu ne vas pas venir devant un gamin de 3 ans faire comme si tu le suppliais. Si il va falloir que tu le mettes à sa place, tu le mets à sa place. Le Cameroun devait mettre la Guinée-Bissau à sa place. 2-0, c'est bien, mais moi je pense que c'est pas suffisant. Alors, le Ghana sera révélateur. Si tu as un enfant, je fais encore ta petite métaphore là. Oui. Si tu as un enfant qui est habitué à avoir des 9 sur 20 depuis des années, mais qui un jour te ramène un 15 sur 20 à la maison, avec la manière, tu vas l'applaudir et tu vas te dire, bon, j'attends ta deuxième note. Peut-être que tu vas me ramener encore un 15 sur 20. Mais si tu me ramènes un 9 sur 20, ce n'est pas bon. Mais si tu me ramènes un 15 sur 20, là, tu vas te dire peut-être qu'il a réagi, qu'il a réfléchi. C'est confirmation qui est attendue. Il est champion d'Afrique. Oui, mais là, avec la manière, avec la manière, il y a une éternité. Oui, non, il y a 2 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées, Richard, entre temps. Mais oui, non, je suis d'accord. Mais je dis que le Cameroun, qu'importe que les gens me visent ou pas, moi je pense que le Cameroun a joué son match, mais le Cameroun devait s'imposer. Je prends un petit parallèle. Quand vous regardez l'équipe nationale féminine du Cameroun, quand elle attrape les petites équipes, c'est les 6, les 11-0. Après, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Il y a des très gros écarts. Non, c'est pas le même niveau. Non, c'est pas le même niveau. Mais je veux dire que moi, j'ai pris ce parallèle pour dire il faut vraiment que le Cameroun a bien joué. Le Cameroun a fait son match. Mais le Cameroun aurait pu avoir mieux. Parce que moi, la compétition du Cameroun, Guinée-Bissau, le Cameroun devait envoyer un message pour dire Gabon, Nigeria, Sénégal, Maroc, Tunisie, vous bavardez beaucoup là, nous sommes là. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui envoient des messages. Parfois, il faut se cacher, il faut avancer caché. C'est vrai. Mais là, vraiment, là, c'est même pas le cas.
Parce que les gens qui ont regardé ce match, je suis sûr qu'ils ont été conquis par le jeu du Cameroun. Même s'il y a eu 0-0 à la mi-temps. Messieurs, on va avancer parce que la deuxième journée se profile déjà. La deuxième journée, c'est déjà demain, c'est déjà mercredi. Ouais. Il y aura 3 affiches au programme. On va voir le calendrier de ce mercredi. Il y aura notamment l'affiche tant attendue entre l'Égypte, le pays hôte, pour son deuxième match face à la République démocratique du Congo, qui est vraiment dos au mur, si on peut dire ainsi. Un alléchant Nigeria-Guinée. La Guinée aussi qui doit réagir après son match nul. Et enfin, l'Ouganda sera opposé au Zimbabwe. Je vous propose un petit peu de revenir sur cette équipe de la République démocratique du Congo. On a vu, messieurs, cette défaite face à l'Ouganda. Ça a beaucoup fait parler. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux cette vidéo d'excuses assez hallucinante. On a l'impression que, je ne sais pas si c'est de la communication, même que ça les dépasse. Derrière, il y a eu la conférence de presse du président Omari qui a encore vilipendé les joueurs, vraiment en les tutoyant, si on peut dire. Il y a un match qui va devoir être préparé dans ces conditions-là, ça va être très compliqué. Mais avant de débattre tout ça en plateau, je vous propose de regarder ce reportage de James Katambois qui est au Caire. Il est au cœur des Léopards, il a suivi leur dernière séance d'entraînement. Regardez un petit peu ce qui s'est dit et que pense Florent Emengue. Climat propice et agréable pour le Léopard de la RDC. Décontracté et très relaxé après la défaite concédée le samedi dernier devant le crâne de l'Ouganda, l'heure est à la remobilisation de troupes. Un air qui affiche d'une part la confiance et le vouloir de l'autre côté. Le mot-clé pour le staff technique au réveil est clair. On a manqué de combativité. Et c'est ça qui est un petit peu désolant pour tout le monde. On peut perdre, mais il faut mourir les armes à la main, entre guillemets. Et hier, c'est ce qui a été criard. Ça a été vraiment criard, c'est qu'on a manqué de cette niaque-là. On a quand même une image à donner. Et c'est ce que je viens de dire. On doit mourir avec les armes à la main. Là, maintenant, il faut montrer autre chose face à l'Égypte. Il faut jouer. Et ça s'appelle comme ça, il faut jouer. Les mauvais œils n'étant pas loin, le mea culpa des fauves fait la une des réseaux sociaux et mal interprété. Florent Emengue s'explique. Oui, parce qu'on a notre pays. On sait que notre population avait beaucoup d'espoir sur ce match-là. On connaît l'importance du premier match. Moi, à titre personnel, c'est ma 3e CAN. C'est ma première défaite en phase de groupe. En 2015, on avait fait 3 matchs nuls. En 2017, on a gagné 2 matchs et 1 match nul. Là, c'est la première défaite. Ça fait partie du football. Les gens sont déçus. Et sont déçus surtout parce qu'on ne s'est pas battu. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est excusé. Une 3e Coupe d'Afrique de Nations successive pour la RDC. Une première entrée ratée. Le Fauve entendent plutôt livrer leur dernier match de carrière face aux pharaons égyptiens, laissant derrière eux ce moment obscur. Nous sommes également déçus comme tous les Congolais. Pour le match contre l'Égypte, ça dépend de nos joueurs. Tous les Congolais attendent ces matchs. L'Égypte n'est pas une foudre de guerre. Elle n'est pas différente de toutes les autres équipes que nous avons croisées. Nous ferons de notre mieux pour que tout se passe bien. Une équipe nationale de la RDC qui se solidarise autour de l'entraîneur principal, sourire aux lèvres, tous obligés de mouiller leur maillot pour l'honneur de la nation. La République démocratique du Congo, comme on l'a dit à la fin de ce reportage, obligée de mouiller le maillot, sauf qu'en face, c'est l'Égypte, c'est le pays hôte. On a vu vraiment l'ambiance pesante sur cette sélection. Comment est-ce qu'ils vont faire dans cette atmosphère-là? Parce que déjà, il y aura un stade qui sera hostile, il y aura aussi même des supporters peut-être qui vont se retourner contre eux. Comment on fait dans ces conditions-là? En fait, la sélection congolaise, Mansour, pour moi, c'est le Loch Ness. C'est le monstre que tout le monde imagine, mais personne n'a vu. C'est une équipe en fait, on ne l'a jamais vu, c'est une équipe qui ne propose rien sur le terrain, mais qui pourtant peut s'appuyer sur de très bonnes individualités. Mais personne n'a vu le Congo produire un certain style de jeu, où ce n'est jamais devenu une référence en termes de jeu en Afrique, quoi que ce soit. Ils se sont toujours débrouillés, j'utilise bien le mot débrouiller, parce que c'est de la débrouillardise pour s'extirper des groupes,
pour se qualifier pour la CAN, pour se qualifier pour je ne sais pas. Pourtant, il y a un potentiel. Non, mais Il y a un potentiel, on est tous d'accord pour ça. Mais là, je comprends pas. Là, j'ai été choqué sur le premier match. Je me dis, ils n'ont pas préparé la CAN, c'est pas possible. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de collectif. Quand je vois un joueur qui est aussi mauvais que Bolassi, mais vraiment, j'ai toujours je focus toujours sur Bolassi. Je me dis toujours, c'est l'anglais qui arrive, il est formé dans un autre moule. Tous les autres, ils viennent de France ou de Congo. Lui, il doit apporter autre chose. Mais non, c'est même le pire joueur de l'équipe. J'ai eu l'impression que c'était le pire joueur de l'équipe. Même à partir du moment où, même imaginons qu'ils viennent du Congo. Le Congo, faut pas oublier qu'avec avec le TP Mazembe, Vita Club, c'est une école africaine. C'est-à-dire qu'à l'échelle africaine, c'est des gens qui connaissent bien le terrain, c'est des gens qui ont l'expérience pour pouvoir proposer quelque chose pour une CAN, qui peuvent vraiment se dire, on est expérimenté, on sait comment telle équipe joue, on sait comment jouer dans tel pays, on sait jouer contre telle sélection, mais il n'y a rien de tout ça. Et il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure et qui est totalement vraie. C'est le monstre qu'on a vu, quoi là, tu as dit ? Qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. Mais enfin, qui fait peur, mais qu'on n'a jamais vu. Mais c'est exactement ça le Congo. Le Congo, c'est une équipe, déjà, elle est vieillissante. La plupart de tout. Et ils ont un gardien exécrable. Matampi, je ne sais pas. Franchement, depuis, je l'ai vu jouer au CHAN en 2016 au Rwanda. Mais ils ont gagné le CHAN parce que la majorité des joueurs qui constituaient cette équipe, c'était l'équipe du TP Mazembe. Mais ce gardien, vraiment, ils ont joué un match contre le Cameroun les a menés et puis ils ont égalisé. Mais c'est un gardien qui ne mérite plus de jouer à l'équipe nationale. Pour reprendre la métaphore un petit peu sur le bon élève, est-ce que justement la République démocratique du Congo, c'est pas cet élève dont tout le monde dit, tous les professeurs disent, c'est un élève avec un gros potentiel, avec des facultés, des capacités, des facilités, qui finalement se repose un petit peu sur ses lauriers en se disant ça va passer jusqu'au moment où ça ne passe pas. C'est exactement ça. Quand tu as la quasi-totalité de tes joueurs, un joueur comme Bakambu, c'est un très bon joueur qui allait se perdre en Chine. Ça ne peut rien donner. Pour moi, il était même le meilleur. Il était le moins pire de tous ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Ouganda. L'Ouganda, c'est une nation. Moi, l'Ouganda, depuis 2017, ils ont pris la légère. Progression. Ils ont pris de haut. Mal préparé. Ils ont pris de haut. Ils ont pris l'Ouganda. Mais attendez, vous êtes en train de dire que là, ils ont mal préparé un match. Comment est-ce qu'on peut venir dans une compétition continentale et ne pas prendre au sérieux ses adversaires ? C'est simple, c'est se reposer sur ses lauriers. On se dit, ah mais ça va passer, ça va passer. De toutes les manières, voilà, on a l'équipe qu'il faut, on a Bolassi qui est technique, on a Bakambu qui est un buteur. Mais on a vu le joueur tout à l'heure qui disait, l'Égypte n'est pas une foudre de guerre. Mais Mansour a dit une phrase, moi-même, ça m'a... Moi, je suis entraîneur, je te mets au banc de touche. Parce que ça veut dire que dans ta tête, tu n'as rien compris. Le premier match qu'on a joué, tu n'as pas compris que l'adversaire... D'ailleurs, question téléspectateur, l'Égypte n'est pas un foudre de guerre. On a cette question de Olivier Chinangayi qui nous dit quand on compare la République démocratique du Congo et l'Égypte, quel joueur congolais est de la trempe de Mohamed Salah ? Non, on va loin. On n'est pas là. Quel joueur congolais joue mieux que Trezeguet ? Même Trezeguet, Bolassi, il n'est pas du niveau de Trezeguet. C'est-à-dire sur quoi on se base ? On se base sur les prestations en sélection ou bien on se base sur les prestations en club ? Parce qu'en club, en termes de potentiel, Bakambu et Bolassi sont au-dessus de Trezeguet. Mais avec l'équipe nationale, et même en club, personne n'est au niveau de Mohamed Salah. Personne n'est à son niveau aujourd'hui. Non, mais ils ont même frappé fort. C'est-à-dire qu'ils sont allés prendre Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est le ballon d'or africain. Mais même plusieurs équipes africaines se reposent sur des individualités ces individualités-là, on les utilise pour qu'ils deviennent des meneurs pour ces sélections-là. Comme Sessegnon à une certaine époque. Aujourd'hui, voilà, on a Michael Pot au Bénin, on a encore Steve Mounier qui est arrivé. Et ça peut être des gens qui peuvent tirer vraiment l'équipe vers le haut. Voilà, la Guinée par exemple. On a Keïta par exemple. Mais parlons un petit peu de la Guinée. La Guinée aussi sera très attendue face au Nigeria parce que la Guinée n'a pas été convaincante sur son premier match. D'ailleurs, la Guinée qui est peut-être Keïta dépendante aussi quelque part. Mais justement, moi j'aime pas ce mot Keïta dépendance parce que c'est une équipe. Moi je peux tout reprocher au Cameroun. Le Cameroun a joué en équipe. C'est bien. C'est bien de le reconnaître. Oui, non, je peux tout reprocher au Cameroun. Le Cameroun a joué en équipe. Mais je veux dire que aujourd'hui, on ne va pas dire que le Cameroun est en Guissa dépendant. Non. Non, mais là, parce qu'il y a un truc, Richard, c'est que Naby Keïta, il est au-dessus de ses joueurs. Oui. C'est-à-dire que dans son style de jeu, c'est le mec qui va remonter la balle, qui va créer les occasions. C'est pour ça que quand il n'y a que lui,
on dit qu'il y a une dépendance. Oui, c'est parce que c'est un joueur qui fait du C'est vrai que différence. quand il est entré quand il est entré pendant la rencontre, il a changé le jeu. Mais je pense que la Guinée doit compter sur une équipe. Ils ont de très très bons joueurs. Moi, je pense que le buteur, Souri Kaba, c'est un très bon joueur. Ouais. C'est un très très bon joueur. Ibrahima Traoré aussi. Amadou Diawara, Ibrahima Traoré, il y a de quoi faire. Voilà. Et ils doivent plus avoir une cohésion d'équipe que de se dire non, si Nabi n'est pas là, on est mort. Mais Richard, justement, c'est des joueurs tels que Nabi qui peuvent fédérer en tout cas une équipe, qui peuvent créer un collectif. Je suis d'accord. C'est ce qu'on a pu voir avec beaucoup d'équipes africaines. Ils doivent se dire, on peut trouver la solution nous-mêmes. Parce que Nabi n'était pas là. C'est le travail de Paul Pout aussi de trouver la bonne composition, la bonne formule. Il a performé. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que l'équipe de Guinée pense moins, oublie que Nabi est là. Ouais. Et qu'elle joue son jeu. C'est presque impossible. Quand tu parles de joueur qui est au milieu du terrain, c'est pas possible. Là, on ne parle pas du numéro 9 qui est au bout des actions. Là, Naby Keïta, c'est le mec qui mène son équipe. C'est-à-dire que mentalement et tactiquement et techniquement, c'est lui qui mène son équipe. Et en plus de ça, c'est lui qui a propulsé la Guinée là où elle est aujourd'hui. La Guinée, il y a 3-4 ans, on ne les voyait pas. Et là, aujourd'hui, ils ont franchi ce palier grâce à l'émergence de Naby Keïta. Et forcément, il sera très attendu pour cette deuxième sortie de la Guinée. Juste avant de se quitter, comme d'habitude, vous connaissez le quiz de tous les soirs avec notre partenaire Mon Petit Prono. Challenge After Can, Challenge Stade Afrique, avec la Ligue Stade Afrique sur les réseaux sociaux. Vous allez vous connecter, vous faites vos pronostics tous les soirs. La team Stade Afrique est pas mal classée. Moi, je suis moins bien classé parce qu'actuellement, je ne suis pas très bien niveau prono, mais bon, j'espère remonter. Avant de se quitter, messieurs, on se prête au jeu des pronostics. Demain, alors, Nigeria-Guinée. Richard. Nigeria va gagner la Guinée. Combien 2-0. Jean-Sébastien 1-0 pour le Nigeria. Nigeria. Moi, je dis 2-1. Pour Nigeria. Ouais, Nigeria. Donc, c'est chaud pour la Guinée. Ouganda-Zimbabwe, ça vaudra le détour, ça. Oh, Ouganda, ça sent la Coupe Kosafa, ça. Ils vont gagner 1-0. Ouganda. Et donc, qualification Ouganda. C'est le deuxième match de la journée. J'espère qu'il y aura des buts. Je vais dire un 1-1. 1-1. Moi, je dis victoire de l'Ouganda. Je dirais un bon 2-1. 2-1. Et enfin, Égypte, République démocratique du Congo. C'est là qu'on va se faire des ennemis. 3-0. Pour l'Égypte. D'accord, c'était pour taquiner. 1-0 sans Frérotien. Je pense qu'il y aurait une réaction du Congo. Ouais. Allez, je dirais 2-0 pour l'Égypte, mais avec une réaction du Congo, mais pour moi, c'est perdu d'avance. Donc, ça veut dire que le Congo serait à 0 but, à 0 point. Après 2 ans, ce serait très, très compliqué. Messieurs, merci pour votre participation. Juste avant de se quitter, je vous rappelle que ce ballon est à gagner sur les réseaux sociaux. Répondez à cette question. Quel est le premier buteur de la CAN 2019? Le gagnant sera connu demain. Merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve demain pour 3 affiches. Même le meilleur. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Stade d'Afrique, c'est ma chaîne préférée. C'est une chaîne qui fait la promotion des sportifs africains, pas seulement au niveau du continent, mais aussi en dehors du continent. Donc j'encourage le Stade d'Afrique qui est en train de faire un très bon travail, qui est en train de donner une bonne image à l'Afrique. Il n'y a pas que du sport, il y a des émissions sur la culture et le bien-être et il y a plein d'autres programmes. Donc ça veut dire que ça met une harmonie